Comment devenir Scrum Master quand on vient d'un monde qui est complètement différent de l'IT, de l'informatique? Bien justement, dans notre série Comment mener sa carrière de Scrum Master, nous allons demander son avis à Martin Cher, qui a vécu justement ce passage d'un monde complètement étranger à l'IT à devenir consultant Scrum Master. Bienvenue, je suis Constantin Guay, Scrum Master et coach agile, et j'aide les équipes à trouver de meilleures façons de travailler. Avec Jean-Pierre Lambert, nous animons Scrum Life, la première chaîne francophone qui parle vraiment de l'état d'esprit agile. Et j'en profite pour aussi remercier la communauté qui nous aide, sans qui Scrum Life, ce serait pas ça. Cette vidéo fait donc partie d'une série qui parle de comment bien mener sa carrière de Scrum Master. Grâce à la playlist dédiée à ça, vous pouvez accéder à tous les épisodes de la série, retrouver le lien de la série dans la description. J'en profite aussi pour vous dire de mettre un pouce bleu sur cette vidéo si ça vous intéresse, et puis bien sûr à vous abonner à la chaîne pour ne pas manquer la suite de la série. Donc à cause de la situation sanitaire, nous recevons Martin à distance. Bonjour Martin, est-ce que tu peux te présenter? Salut Constantin, alors je peux me présenter, oui, je suis Scrum Master depuis 1 an, je travaille chez Talent Labs, avec toi d'ailleurs. J'ai entamé ma reconversion il y a 1 an et demi à peu près, et j'étais cuisinier avant, donc je viens d'un univers un petit peu différent quand même, mais en fait pas tant que ça, on va pouvoir en parler un petit peu après. Je suis aussi un grand amateur de Scrum Life, et je suis bien content de passer ici. On est absolument ravis de t'avoir. Donc, tu viens de nous dire que tu travaillais en tant que cuisinier. Comment est-ce que tu as connu le métier de Scrum Master, ou en tout cas le rôle d'agiliste? Quand j'ai décidé d'arrêter la cuisine, je ne savais pas exactement ce que je voulais faire encore. Et j'ai mon frère, Jonathan, qui était en train de monter une formation justement de reconversion, parce que lui, il était persuadé qu'on pouvait devenir Scrum Master sans forcément avoir un bagage en IT. Il m'a proposé de tester sa formation de tester sa formation sur moi. C'est un peu comme ça que je me suis retrouvé dans cet univers-là. En fait, moi, j'avais pas grand-chose à faire. Je me suis dit j'ai 2 jours à donner. On va essayer la formation et puis on verra ce que ça donne. Et finalement, j'y ai trouvé quelque chose d'assez intéressant. J'ai été assez touché par les valeurs et les notions de base. À l'issue de ça, quand j'en suis sorti, je lui ai dit qu'est-ce qu'on fait? Et puis on s'est mis ensemble à réfléchir à comment je pouvais trouver un job là-dedans. Toi, par rapport à ton frère, donc, qui était déjà dans le bain, tu as connu ça, mais en fait, tu aurais pu aussi aller dans un autre milieu que l'IT. Donc pourquoi est-ce que tu es dans l'IT? Est-ce que c'était du coup une évidence, ou est-ce que tu as regardé autre chose? Une évidence, pas complètement. Même si j'ai toujours été assez intéressé par l'informatique, j'avais même hésité à faire l'école 42 avant de devenir cuisinier. Finalement, c'est dans l'IT que c'est le plus répandu, en fait, l'agilité. J'aurais peut-être pu aller ailleurs, mais c'est là où, disons, je pense que c'est assez bénéfique pour moi dans la mesure où c'est là où il y a le plus d'expériences qui sont menées, il y a le plus d'espace et de confiance de la part du management. Une évidence, pas forcément, je pense, mais il n'empêche un choix intéressant en tout cas, ouais. C'était un choix très intéressant, l'IT. C'était peut-être le chemin où il y avait le moins de barrières. C'est-à-dire qu'en plus, déjà, Voilà. tu as une pléthore d'offres pour trouver un emploi, et en plus, tu as peut-être plus aussi l'occasion d'avoir des mentors qui peuvent t'accompagner justement dans l'IT, puisque comme tu disais, il y a plus de monde, quoi. Ouais, voilà, mon objectif, c'était dans un premier temps de trouver un emploi. En fait, peu importe l'emploi, alors je suis plutôt bien trouvé, en fait. Mais le premier objectif, c'était aller quelque part. Et en effet, dans l'IT, on proposait déjà beaucoup de choses. J'avais peut-être ma place à trouver là-dedans. Donc maintenant que tu as un petit peu de recul, donc ça fait 1 an et demi, est-ce que tu vois un lien entre l'agilité et le monde d'avant que tu connaissais, la cuisine? Alors, l'agilité et la cuisine, en fait, avec le temps, j'ai un peu l'impression de moins les chercher, ces liens-là. Mais évidemment, en fait, j'en ai trouvé super vite et je m'y suis intéressé très très rapidement. C'était d'ailleurs un de mes arguments pour les entretiens. J'arrivais en fait en disant, moi, l'agilité, c'est simple, je connais déjà, j'en ai déjà fait. On met des mots sur des notions que je connaissais déjà et qui m'intéressaient.
on formalise, des solutions à des problèmes que j'aurais pu subir. Finalement, je trouve que c'est plutôt, par exemple, c'est plutôt du bon sens que de s'asseoir que de s'asseoir dans un moment de rush et prendre le temps de discuter pour régler ces problèmes et s'améliorer sur le long terme, par exemple. En fait, toutes ces notions-là, on les retrouve assez facilement en y réfléchissant un petit peu. J'avais été aidé d'ailleurs un petit peu d'un coach pour chercher à faire des liens. Euh, En fait, on peut en faire. Maintenant, avec le recul, j'aurais quand même tendance à me dire que les modèles de Lean seraient surtout les plus intéressants en fait pour la cuisine. Parce qu'on se retrouve souvent sur des chaînes de travail en fait. Comment est-ce que tu as fait pour te préparer aux entretiens, ne venant pas du tout du milieu, du monde qu'est l'IT et encore moins les sociétés de services comme les ESN? Où est-ce que tu es allé prendre de l'information? Est-ce que tu as fait une sorte de veille? J'avais plusieurs objectifs quand je suis sorti de la formation. Déjà, rapidement, il a fallu que j'aille plus loin parce que bon, on va quand même pas dire que Scrum Master c'est un métier qui s'apprend en 2 jours. Il a fallu donc que je m'améliore, mais en fait surtout que je sache en parler de mon métier. Il fallait que je sois capable de me présenter, que je sois capable de convaincre en fait, parce que c'est quand même une grosse part de notre métier. Et pour ça, moi, j'aime moins la lecture. J'aime moins les lectures. Je préfère la discussion. Je trouve que j'y apprends plus et que les gens vont s'adapter un peu plus à ce qui m'intéresse, ou en tout cas, je peux aller chercher ce qui m'intéresse. Donc, j'ai quand même fait un petit peu de veille. J'ai regardé quelques conférences. Enfin, ça a duré quelques temps. Hein. Tous les jours, j'y mettais 1 heure ou 2. Mais surtout, ce que j'ai cherché à faire, c'est d'aller déjeuner avec des gens. Mhm. C'est de contacter des gens de la communauté et leur demander s'ils avaient 1 heure ou 2 à m'accorder éventuellement autour d'un repas. Et en fait, le déjeuner, je me suis rendu compte que c'était un rituel assez ancré dans la communauté agile. Mhm. Tu as dû probablement en faire toi aussi. Oui, oui. D'ailleurs, l'un de mes premiers, c'était avec Jean-Pierre, où en fait, c'est là où j'ai appris à utiliser les bons termes, à poser des questions qui étonnent, à aller plus loin à aller plus loin dans ma compréhension de l'agilité. Et en fait, c'est là où j'ai commencé un peu à comprendre qu'il pouvait y avoir des paradoxes, on était autant aussi intéressé par la théorie par l'expérimentation notamment. J'y ai rencontré des personnes super intéressantes. Plus qu'elles m'ont aidé à trouver des entretiens, elles m'ont vraiment aidé à les passer. À l'issue de ça, du coup, j'ai commencé à aller sur des meet-up. Je me suis rendu compte que c'était vraiment sur les meet-up où on pouvait trouver des RH. Je pense que tu en as déjà organisé. En fait, il y a très souvent un RH qui est dans le meet-up et qui attend à côté des bières et le jeu, c'est de le trouver. Ouais. Oui, oui, non, mais typiquement, c'est le côté, effectivement, on a quelqu'un qui, alors RH ou autre, mais c'est vrai que les entreprises, on en parlait en préparant l'épisode, les entreprises qui hébergent les meet-up le font souvent parce que justement, elles veulent se montrer, elles veulent pouvoir embaucher, etc. Avec le recul, j'ai pas tant le sentiment d'y avoir appris énormément dans les meet-up, mais j'ai plus le sentiment d'avoir appris à parler au RH en fait, à faire une première approche. Enfin, tout ça pour dire que quand j'ai été recruté, je savais pas vraiment, je savais pas vraiment comment faire. Je savais en parler par contre, je connaissais la théorie, je la connaissais quand même globalement assez bien, hein. Mais en pratique, je savais pas du tout faire et c'est sur le terrain que j'ai vraiment appris. Et donc, encore une fois, n'y connaissant pas grand-chose, comment est-ce que tu as fait ta recherche d'entreprise? Comment est-ce que tu as choisi d'aller vers telle entreprise ou pas celle-là? Et puis, comment se sont passés les entretiens? Pour ma recherche d'emploi, c'était assez simple. Donc, comme je l'ai dit un peu plus tôt, mon objectif, c'était de trouver un job avant tout. C'était c'était la recherche d'un emploi. Quitte à partir au bout de 6 mois ou même avant. L'idée, c'était d'avoir une première expérience qui me permettrait de valoriser mon CV d'une façon ou d'une autre. J'ai commencé à chercher un freelance parce que ça me permettait, dans l'idée de pouvoir quitter un job assez vite, vu que c'est des contrats d'assez court terme. Je me suis rapidement rendu compte que ça marcherait pas la freelance.
Parce que d'ailleurs, je sais pas vraiment pourquoi en fait. Est-ce que c'était peut-être le manque d'expérience qui faisait que les clients n'arrivaient pas forcément à sauter le pas et à se dire tiens, on va le prendre lui. Là où quand ils prennent une ESN, en fait, ils prennent le SN, ils prennent pas forcément la personne. Ouais, en effet, je pense que ça doit être, je pense que c'est lié à ça. Disons que me vendre moi, c'était pas évident pour une ESN comme pour moi en fait. Finalement, ça avait plus d'impact d'être vendu par une ESN que elle pousse mon profil. Ouais. Passer la freelance, c'est là où j'ai commencé à chercher des ESN. Hein. Je me suis dit qu'il fallait bien le faire. J'ai entamé quelques entretiens, j'ai découvert comment passer les filtres, mais surtout j'ai envoyé des CV partout. Hein, c'est ce que je voulais faire. Donc t'as pas spécialement ciblé quelque chose, tu as vraiment arrosé un petit peu et puis en essayant que quelqu'un réponde, quoi. Ouais, j'ai arrosé, j'ai vraiment arrosé. Et en fait, je pense que c'était pas la meilleure astuce. Je pense qu'on a plutôt intérêt à aller chercher du réseau et des contacts en fait. Enfin moi, c'est par rencontre que j'ai réussi à décrocher tous mes entretiens. C'était pas des CV envoyés, c'était parce que j'allais parler avec les gens et j'essayais de leur montrer assez vite que j'étais capable de parler, que j'avais de la théorie. Et finalement, c'est comme ça que je décrochais parfois des entretiens. Mais ces entretiens-là sont pour la plupart, enfin, de très mal passé à très bien passé. Il m'a fallu une progression. Ça a duré, je pense, 3 mois d'entretien pour que je commence à réussir à comprendre ce qu'on attendait de moi en fait dans les entretiens. Finalement, j'ai réussi à passer des entretiens plutôt bien chez Talent Labs, hein, où là, ils étaient vraiment intéressés par mon profil. Et finalement, je pense que c'était aussi un challenge pour eux que de se convaincre qu'on pouvait se reconvertir dans l'agilité et qu'on n'avait pas besoin de venir de l'IT, en fait. Avec le recul, j'ai l'impression qu'on avait besoin d'en être certain. Bah en fait, ça évite d'avoir tout le monde formaté de la même façon et d'avoir un petit peu des profils différents qui peuvent apporter d'autres choses justement. Il y a un moment, dans mon entretien chez Talent Labs, j'étais à l'aise et du coup, j'ai fini par poser cette question et leur dire, mais qu'est-ce qui vous intéresse, vous, dans mon profil? Pourquoi vous me recrutez? La réponse était assez claire. C'était, on te recrute parce que tu vas nous apporter quelque chose de différent. Tu viens pas du même univers, tu vas pas voir la même chose que nous. Et je pense qu'ils avaient raison en un sens. Dans un premier temps, les déjeuners. Les déjeuners avec les coachs, c'est ce qui permet de découvrir la communauté, d'essayer d'apprendre à en faire partie, de poser les questions qui fâchent, de poser les questions qui font plaisir aussi. Enfin, pour moi, c'est la première chose à faire. La deuxième, c'est la recherche des entretiens. Et les entretiens, ils sont en 3 filtres en général. On a le filtre RH. Les RH, ils veulent savoir quelle est ton histoire, comment tu te présentes, si tu es vraiment déterminé. Et donc ça va assez vite. En général, c'est au téléphone une demi-heure. Ensuite, là, c'est là où ça devient intéressant, c'est l'entretien avec les coachs. L'entretien avec les coachs, c'est comme un déjeuner. C'est des gens qui sont intéressés de discuter d'agilité, qui veulent savoir si tu es curieux, curieuse, et qui cherchent à comprendre quels sont tes soft skills en fait. Et ils cherchent à comprendre ton état d'esprit et à voir si tu es suffisamment ouvert. Ce que j'aimais bien, moi, c'était pour ce genre d'entretien, c'était j'ai trouvé quelques questions un peu, des questions qui déclenchent des débats facilement avec les agilistes, des trucs qui font parler rapidement les gens et qui peuvent potentiellement les mettre un petit peu à défaut. Et du coup, j'avais ces quelques questions à poser qui lançaient plein de sujets de conversation, qui mettaient parfois les gens un petit peu mal à l'aise, mais du coup, ils aimaient bien ça. Et ensuite, le dernier entretien, c'est les DG ou les commerciaux. Et en fait, c'est l'entretien le plus déterminant. C'est les gens qui cherchent à savoir comment ils vont vous vendre. À quelle sauce on va vous manger. Je pense que c'est pas eux qui auront le plus gros impact sur est-ce qu'on sera recruté ou pas. Mais par contre, c'est des gens à qui il faut donner des armes pour que derrière, ils puissent aller chercher du boulot. Aller trouver des missions, envoyer des CV, ce genre de choses. C'est des gens qui vont investir pour nous former, nous, les reconvertis. Et du coup, il va falloir leur mettre ça dans les mains, quoi.
Et donc, avec du recul, dans ton métier, dans ton nouveau métier, dans ton rôle de Scrum Master, est-ce que tu vois ton parcours comme plutôt un atout ou au contraire, c'est plutôt un frein? Cette question-là, elle s'est posée quand même assez vite. C'était l'une des premières questions qu'on me posait en entretien. Mon job, c'était de faire en sorte que les gens aient confiance en les développeurs. Et quand les développeurs me parlaient de développement, je les écoutais, j'étais curieux, j'essayais de comprendre. Je leur disais, écoute, je te comprends pas, hein, mais ça m'intéresse. Mon objectif, par contre, c'était de faire en sorte que tout le monde sache que les développeurs faisaient les bons choix, quoi qu'il arrive, et qu'on les remette pas en question. Et ça a plutôt bien marché. C'est là-dessus que je me concentrais. Et ça m'a en fait permis d'apprendre d'autres choses au fur et à mesure, d'apprendre des notions de développement un peu plus basiques et essayer de comprendre un peu mieux comment ça marche, l'IT en général, pendant que je convainquais les gens qu'ils étaient bons. Voilà. Je pense qu'un Scrum Master qui est pas développeur à la base, il va voir d'autres choses en fait. Il va aller chercher d'autres sujets. Oui, justement, moi ce que j'aime bien dire et ce qu'on dit souvent sur la chaîne, c'est que le Scrum Master, justement, il n'a pas la tête dans le guidon, hein, il n'est pas dans la production, donc il a le temps justement d'avoir ce recul pour l'équipe et de montrer les choses à l'équipe. Et là, d'autant plus en fait, comme tu es complètement agnostique à tout ce qu'il peut y avoir de technique, c'est même peut-être d'autant plus facile pour toi justement d'avoir cette abstraction et en fait vraiment d'être à un niveau d'observation qui est pas du tout le même, quoi. Ah bah ouais, alors là, du coup, je peux pas du tout avoir la tête dedans, moi. Finalement, j'en suis toujours assez loin. Et je pense que c'est pas je pense que c'est pas un mal au final, hein. Mm. Je me rends compte. Alors, ça a pu me poser quelques problèmes parfois, surtout en fait vis-à-vis des développeurs qui avaient l'impression de perdre un peu leur temps quand je leur posais des Mm. questions, quand j'ai essayé de comprendre. Euh, mais, mais j'en ai jamais vraiment souffert, quoi. Et d'ailleurs, une des prochaines vidéos de la série Comment bien mener sa carrière de Scrum Master, on va parler aussi justement de comment est-ce qu'on fait pour bien passer du rôle de développeur à celui de Scrum Master. Moi personnellement, c'est ce que j'ai fait et c'est vrai que je reconnais que ça a été quand même assez difficile, surtout au début, de m'extraire complètement des discussions techniques, d'éviter de donner mon avis, surtout quand on les voit partir dans le mur. Voilà, toi, c'est vrai que tu n'as pas forcément eu ce problème-là. Non, 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 bah, en effet, on s'en est pris des murs et c'était pas grave. Ce qu'il fallait, c'était pouvoir se rattraper. Et les développeurs le faisaient très bien. Est-ce que tu as l'impression que les comportements qu'on pourrait qualifier, nous, un peu de non agiles qu'on voit chez nos clients en tant que SN ou prestataire, est-ce que c'est des choses que tu as pu voir, vivre dans tes équipes en tant que cuisinier, que ce soit ton manager, le chef ou même les autres parties, ou même les clients, les utilisateurs du restaurant? Ça, les comportements non agiles, j'en ai vu quand même beaucoup. Vraiment, vraiment beaucoup, hein. C'est un peu pour ça que j'ai quitté la cuisine d'ailleurs. En premier lieu, les clients finaux, les utilisateurs, ceux qui viennent manger, ont une culture assez différente, hein, parce qu'on est dans un rythme très rapide, le contrat qui est passé est assez immédiat. Dans le management, dans la façon d'accompagner, dans le droit à l'erreur, notamment, là j'ai eu beaucoup, beaucoup, beaucoup de soucis. D'autant plus qu'avec une hiérarchie très lourde, c'est difficile d'évoluer correctement, hein. Et je me battais déjà un petit peu contre ça à ce moment-là. C'est ce qui me réussissait pas toujours très bien. C'est des principes de bon sens. Enfin, j'ai eu de très très bons managers et des gens qui m'accompagnaient très très bien aussi quand j'étais cuisinier. Euh, je pense que ce qui a été le plus déterminant pour le coup, c'était le droit à l'erreur. Les endroits où j'avais le droit à l'erreur, c'est là où j'ai été le plus performant. Si tu revenais dans ton ancien métier, qu'est-ce que tu as appris aujourd'hui et qui pourrait te servir justement et que tu aimerais appliquer dans le monde de la cuisine? J'ai appris beaucoup de choses. En fait, j'ai vraiment appris beaucoup de choses. J'ai surtout réussi à formaliser des idées que j'avais déjà en tête. Et ça me permettrait d'être plus solide dans mon approche du management en cuisine, je pense. Mais d'ailleurs, je sais pas si tu en as entendu parler, mais ça existe, les restaurants agiles, hein. Déjà, enfin, je vous conseille d'aller voir Riccardo Mariti.
qui a ouvert, il me semble que ça fait 1 an ou 2 qu'il a ouvert une pizzeria qui fonctionne en Scrum. Alors, je ne sais pas si c'est du Scrum by the Book, mais il y a déjà des questions qui se posent et en fait, c'est assez marrant. Ce restaurant, là où on peut se dire qu'il est assez agile, c'est qu'il s'adapte assez bien à ses utilisateurs. Pendant le confinement, ce restaurant, il s'est transformé en épicerie avec livraison. Bah, du coup, on vous mettra le lien du restaurant de Riccardo Mariti dans la description. Hein. Martin nous donnera ça. Et donc, s'il y a quelqu'un qui nous regarde là, qui est peut-être pas encore abonné à la chaîne, donc c'est le moment d'ailleurs de s'abonner, hein, bien sûr, et puis d'activer les notifications. Quel serait le conseil que tu donnerais à ces personnes-là pour justement faire comme toi, quelle est la première étape, comment se mettre en marche pour sauter le pas et puis changer de métier, quoi. Le premier conseil que je lui donnerais, c'est regarde l'intégralité de Scrum Life, tu vas y apprendre plein de choses. Après, je dois avouer que moi, quand je l'ai regardé en entier, il y avait une centaine de vidéos, hein, pas plus. Oui, là on est plutôt aux alentours de 200, donc forcément voilà. c'est plus long. Exactement. Mais il y a plein de choses, il y a plein de bonnes choses à apprendre. Non, la première chose à comprendre, je pense, de toute façon, le sujet ne sera pas maîtrisé avant de commencer à aller sur le terrain. Avant de commencer à travailler, en fait, on va bachoter de la théorie sans vraiment faire de lien et réaliser ce que ça veut dire. Mais il n'empêche que c'est bien, il faut bachoter de la théorie en ayant ce regard-là cette compréhension-là, en fait. De toute façon, ce sera sur le terrain que tout va se passer. Oui, en fait, c'est d'ailleurs assez proche de ce qu'on recommande à nos clients pour même gérer leurs produits. Hein. C'est l'empirisme, en fait. C'est au moment où on va commencer, on va mettre les mains dans le cambouis, qu'on va se rendre compte de ce qui est vraiment le travail. Ouais, en effet, c'est un très bon lien. Tiens, j'y avais pas forcément pensé comme ça, mais c'est ça. De toute façon, tant qu'on n'a pas pratiqué, on ne saura pas. Donc bon, faut quand même être capable de se vendre. Pour se vendre, il faut avoir et puis même, il faut avoir de la théorie quand même pour aller sur le terrain. J'aurais pas été largué comme ça sans avoir un minimum de formation, hein. J'ai quand même été contacté déjà par 2-3 personnes qui étaient en reconversion depuis que j'ai fait ça. Donc ça existe, hein, il y a des gens qui continuent à le faire et je pense que c'est important, il faut pas en avoir peur. Oui, t'es pas le premier, mais t'es pas le dernier non plus. Je suis pas le premier, je serai pas le dernier et j'espère, hein, franchement, je l'espère. Du coup, je suppose que tu es ouvert si des gens ont des questions à te poser, pour juste se donner le petit boost, hein, le petit coup de pied aux fesses qui dira allez, j'y vais. Comment est-ce qu'on peut te contacter? Vous pouvez me contacter par LinkedIn, par mail éventuellement. Vous aurez les 2 liens dans la description. N'hésitez pas, hein, on fera un déjeuner ensemble. On pourra discuter de plein de choses. Moi, ça m'intéresse. Bah écoute Martin, merci beaucoup pour cet entretien qui était vraiment très enrichissant. J'espère que à vous, ça vous a donné aussi des billes, hein, pour savoir comment vous lancer, comment passer le pas pour devenir Scrum Master ou coach agile, hein. Si je vais essayer de résumer en une phrase ce que tu dis Martin, c'est que l'important, c'est déjà d'avoir un bon état d'esprit agile justement, comme tu disais, du bon sens, et puis d'y aller, quoi, hein, tout simplement. La semaine prochaine, Jean-Pierre vous parlera de devenir Scrum Master dès la sortie de l'école. Comment c'est possible? Est-ce que c'est possible? Est-ce qu'on le souhaite? Rendez-vous la semaine prochaine. Ce sera la suite de notre série sur comment bien gérer sa carrière de Scrum Master. Je vous dis à la prochaine fois. Au revoir Martin et merci encore. Ouais, salut, merci, hein, merci de m'avoir invité.